c'est à peu près 40% des produits qui sont gaspillés encore aujourd'hui, donc sur toute la supply, et donc 10% au niveau des retailers, supermarchés. Les données sont extrêmement complexes, il n'y a pas trop de technologie dans ces sujets-là, et du coup aller chercher vraiment l'équilibre parfait entre pas avoir assez, pas avoir trop peu, ça reste quelque chose qui a été historiquement très très difficile. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de la food tech et de la supply chain. À l'heure où la durabilité est devenue un impératif, le gaspillage alimentaire reste un fléau, particulièrement sur les produits frais. Nous allons alors comprendre comment une équipe de jeunes entrepreneurs a réussi à transformer un vieux problème de logistique en une réussite technologique majeure avec Matteo Beaco, CEO et cofondateur d'Ida. J'ai été élevé à Paris, j'ai fait mon collège-lycée dans le 15e. Ensuite, j'étais en prépa en 4 et j'ai intégré HEC en 2018. Et effectivement, j'ai commencé ma boîte, on avait 22-23 ans. Donc c'est relativement jeune par rapport à la moyenne des gens. On savait rien faire d'autre, donc c'était le truc qui nous faisait le plus plaisir. Alors Alex et Mathieu, du coup mes deux associés, c'était mes meilleurs potes depuis à peu près 6 ans quand on a lancé la boîte, donc depuis le début d'école. Il faut toujours avoir une complémentarité, on va dire, à la fois dans le background. Donc Mathieu était évidemment beaucoup plus technique que moi, vu qu'il avait fait les mines. Alex, il avait fait plutôt la partie fonds d'invest, là où moi j'avais fait plutôt une expérience en sales. C'est vraiment la complémentarité aussi dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'Alex c'est vraiment quelqu'un d'ultra pragmatique, là où moi je vais être beaucoup plus fou avec une idée minute, etc. Et Mathieu c'est un peu la synthèse de nous deux là-dessus. Et l'idée c'était de se dire qu'est-ce qui nous motivera tous les matins à nous lever, et c'était à la fois avoir une boîte qui aura un impact environnemental positif, aller chercher une industrie qui était vraiment fortement sous-digitalisée, là où on voyait beaucoup de solutions pour, on va dire, des cols blancs. On se disait vraiment on va aller chercher des gens qui n'ont pas de bureau, qui se lèvent le matin très tôt, qui ont des horaires assez complexes, et du coup c'est pour ça qu'on allait chercher cette supply chain des produits frais qui était totalement non pénétré par aucune technologie, c'est-à-dire notre principal concurrent, comme je dis tout le temps, c'est le papier stylo. En gros, c'est à peu près 40% des produits qui sont gaspillés encore aujourd'hui, donc sur toute la supply, et donc 10% au niveau des retailers, supermarchés. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce que c'est très très dur à résoudre, les données sont extrêmement complexes, il n'y a pas trop de technologie dans ces sujets-là, et en fait, c'est vachement complexe d'aller chercher une optimisation sur quelque chose qui est déjà quand même relativement optimal, et du coup aller chercher vraiment l'équilibre parfait entre pas avoir assez, pas avoir trop peu, ça reste quelque chose qui a été historiquement très très difficile. Le seul moyen de résoudre cet énorme problème, c'est la technologie. C'est-à-dire que les produits, on les changera pas. C'est des produits vivants qui se gaspillent très vite, qui se gaspillent à plusieurs stades de la chaîne, que ce soit chez nous en tant que consommateurs, au sein des magasins, au sein des entrepôts ou chez les fournisseurs. Historiquement, le seul moyen qui a été le cas et qui a fonctionné, ça a été d'implémenter de la technologie pour mieux calculer. Et derrière, tous ces gains qui vont être financiers, qui vont être environnementaux, etc., pour être aussi réinjecter dans plus de technologie pour encore optimiser. En fait, c'est impossible d'arriver à une supply chain parfaite. On peut faire encore mieux tout le temps. Et du coup, plus la technologie évolue, plus on fera mieux et mieux se portera le monde. Nous, on va gérer que l'ensemble des données des produits qui n'ont pas de code barre. Donc en fait, les produits qui n'ont pas de code barre, par essence, ils vont être beaucoup plus volatiles que le reste des autres produits parce qu'ils vont pouvoir rentrer sous une forme, être transformés en magasin et sortir sous une autre. Donc si en fait vous faites un forecast dans les outils de gestion traditionnels, on va le faire soit sur les sorties caisses, soit sur les entrées entrepôts. Et le problème, c'est que ces sorties caisses-là, elles correspondent pas forcément à une vraie donnée. Et nous, ce qu'on est arrivé à faire, c'est vraiment prendre en compte tous ces facteurs-là, prendre en compte toute la volatilité de ces produits-là, leur fragilité, et faire une recommandation qui était possible, là où avant il n'y en avait pas puisque c'était impossible. Il faut beaucoup de data déjà. On a toujours entraîné nos modèles sur au moins 3, parfois 10 ans de données pour aller chercher tous ces pics de volatilité qui peuvent être dus à des crises, à du Covid, à des gros événements type inflationniste qui influencent énormément les conjonctures de vente. Et je pense qu'il faut aussi aller chercher beaucoup de traitement de cette donnée-là pour être sûr que l'agent et les modèles qu'on utilise vont comprendre ces comportements-là, ils vont pas halluciner ou aller chercher des pics qui n'auraient jamais existé. Et ensuite, il y a la partie aussi human in the loop, c'est-à-dire pouvoir, quand on est incertain de notre résultat, aller demander à quelqu'un en magasin, quelqu'un en entrepôt. Relex, ça faisait longtemps qu'il regardait un peu ce qu'on faisait parce qu'il faisait des optimisations sur tout l'ensemble des supply chains, mais pas sur les produits frais qu'il trouvait assez complexes à gérer et pas sur les magasins. Donc la complémentarité était assez évidente et ça faisait plusieurs années qu'il la voyait. Nous, il y avait un vrai sujet de comment on fait pour que notre idée ait le plus gros impact mondial. Relex, c'est une solution qui a plus de 1000 clients partout dans le monde. Là, en quelques mois, on a déjà signé un deal aux US, un deal en Asie, et c'est des choses qu'on n'aurait pas été capable de faire tout seul. La mission de l'entreprise, c'était d'éradiquer le gaspillage alimentaire et de rendre les produits frais accessibles à tous. Relex, là-dessus, nous permet de le faire déjà en quelques mois après l'acquisition, donc on pense que le timing était parfait et qu'on n'aurait jamais pu faire mieux. On a la chance d'avoir une business unit complètement indépendante et d'être considérés vraiment comme des gens très innovants au sein de cette grosse structure de 4000 personnes, et ça donne beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire qu'on doit gérer des implémentations dans différents pays, et ça me fait plaisir que
tous les employés qui étaient avec nous depuis le début puissent aussi profiter de cette mise en avant qui est que on prend 20 ans d'XP en 2 ans quoi. Et derrière, sur ce qui va être pour la suite globalement, moi je pense qu'un jour je remonterai une boîte avec ce même triptyque de avoir un gros impact environnemental, utiliser des grosses technos bien à jour et le faire avec l'équipe la meilleure possible, parce que si c'est monter une boîte pour pas rigoler et pour pas passer des bons moments, à quoi bon quoi.